Si on vous disait que vous pouviez améliorer votre santé en devenant un peu robot, si on vous disait qu'il y a des gens qui ont même déjà fait le saut. Bienvenue dans l'univers des biohackers, ces humains qui transforment leur corps grâce à la technologie. On en discute avec Dominique Leclerc, une comédienne qui a longuement fouillé le sujet avant de passer elle-même du côté futuriste de la force. Dominique Leclerc, vous êtes comédienne, mais vous êtes aussi cyborg. Comment on fait pour se mériter ce titre-là? Bon, suis-je réellement cyborg? C'est ça la grande question, parce que la définition change énormément d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre, parce que certaines personnes vont dire que des lunettes font de nous un cyborg, une marchette... C'est tiré par les cheveux. Peut-être, un pacemaker. Ah, à ce moment-là, mais il y a quand même une dimension médicale. OK. Est-ce que la pilule, qui n'est pas réellement médicale... La pilule contraceptive? La pilule contraceptive, certains vont dire que c'est le premier élément qui fait de nous des cyborgs. Donc, d'un groupe à l'autre, ça change énormément. Donc, est-ce qu'une puce RFID fait de moi une cyborg parce que c'est non médical, ça a une fonction autre, peut-être? OK. Arrête tout de suite. Une puce RFID. Donc, c'est une puce qui contient une technologie qui est similaire à ce qu'il y a dans une carte puce, mettons, une carte magnétique. OK. C'est un peu comme une clé. C'est comme ça que la plupart des gens s'en servent. Mais que vous avez dans votre corps. Oui, dans la main, juste ici. Donc, on peut programmer cette chose pour ouvrir des portes, des lumières, ouvrir son ordinateur sans code ou son téléphone. Pour l'instant, ce que je dis souvent, c'est que c'est quand même un peu gadget, là. Mais c'est quand même la première technologie qui rentre dans le corps sans visée curative. Mais est-ce que c'est populaire? En Suède, ça l'est beaucoup. OK. Parce que les Suédois aiment pas l'argent papier. Ils aiment les cartes. Donc, pour eux, c'est pratique. La Compagnie nationale de chemin de fer permet aux usagers d'avoir leur billet de train dans leurs mains. Ça fait quelques mois de ça à peine. Donc, il y a de plus en plus, j'imagine, de compagnies et de structures qui vont s'arranger pour faciliter la vie des utilisateurs de puces RFID. OK. Donc, ici, c'est drôle, j'ai cherché qui en a. Est-ce qu'il y a vraiment des Montréalais qui ont ces puces-là? J'ai rencontré une personne qui en avait une, c'est tout. Donc, c'est encore quand même nouveau. Est-ce que ce sont des docteurs qui les posent? Non, c'est ça l'affaire. Donc, il n'y a pas de médecin pour l'instant qui a le droit légal de procéder à des implants comme ça. Donc, tout ça se fait... illégalement. Est-ce que c'est illégal? C'est une autre question juste avant de le faire parce que je l'ai fait dans le cadre d'une performance. Puis au début, j'étais un peu poussée par ma recherche. Si je le fais, est-ce que c'est illégal? Qui peut le faire? Est-ce qu'il faut que je fasse venir quelqu'un de Seattle, de Suède? Et donc, finalement, j'ai trouvé quelqu'un à Montréal qui a la certification pour le faire, c'est-à-dire qu'un piercer ne peut pas le faire, mais une personne qui a la formation, qu'on dit un artiste en modification corporelle, donc il a la formation correcte pour que tout soit fait. Un artiste en modification corporelle. Oui. Ce qui arrive aussi, c'est, bon, il y a des gens qui s'intéressent à ça un peu partout à travers le monde et qui peut-être n'ont pas trouvé la personne qui est apte à faire cette procédure-là. Donc, qui vont suivre des tutoriels en ligne pour le faire et c'est vraiment, vraiment déconseillé. J'ai vu des trucs assez horribles de gens qui se sont retrouvés dans des situations douloureuses. C'est vraiment pas... Ça prend quelqu'un qui a la formation pour le faire. Ça fait plusieurs années que vous faites des recherches sur le mouvement cyborg, sur le mouvement des biohackers. En fait, vous souffrez de diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune. Puis, donc, depuis plus de 10 ans, vous êtes, je vous cite, dépendante face aux compagnies pharmaceutiques. Puis, vous avez donc cherché des alternatives à ces médicaments-là. Mon diabète, c'est quand même un prétexte à entrer dans cet univers-là. C'est-à-dire que je suis dépendante d'outils. C'est pas tant la médication, c'est pas l'insuline qui me dérange, quoique ce serait agréable de pas avoir à s'injecter. C'est plus mon glucomètre. Donc, l'appareil qui me permet de mesurer mon taux de sucre
dont je suis dépendante, qui coûte très cher, qui a l'air aussi avancé qu'un Padgett. Donc, je suis partie à la recherche d'alternatives dans cet univers-là. Donc, je rencontrais des gens qui sont dans une mentalité plus DIY, do it yourself, très Techno, open source. Donc, ouais. pour alterner notre corps. C'est ça. Eux, ils créent dans des garages, dans des caves, dans des Fab Labs. C'est une communauté vraiment ouverte qui se partagent leurs trucs. Il y a vraiment une adrénaline, une excitation reliée à cette création-là. Donc, c'est un monde accessible. Concrètement, qu'est-ce que ces biohackers-là créent? Est-ce que vous avez vu des solutions à des problèmes? Pas médicaux pour l'instant, quoique il y a un biohacker qui est en banlieue de Pittsburgh qui travaille sur un glucomètre, sur une façon différente de mesurer le taux de sucre, mais normalement, c'est pas tout à fait médical. Il y a des biohackers qui travaillent sur, un des plus connus, là, qui s'appelle Neil Harbisson, que j'ai rencontré aussi. Lui est daltonien, et donc, il a une antenne maintenant liée à son cerveau qui lui permet d'entendre les couleurs. Donc, ça, c'est un son. Wow! Ton rouge à lèvres est un autre son. Et en regardant ton visage, il entend différentes sonorités. Il a fait des portraits de célébrités. Et il peut faire un MP3 avec le visage des gens selon ce qu'il entend. Et le but est toujours de développer un nouveau sens ou une nouvelle capacité, de pousser plus loin nos capacités. Donc, il y a une fille aussi qui sent les tremblements de terre, comme les chiens. Okay. Donc, plusieurs de ces outils-là, ce qui est drôle, c'est que ce sont des capacités que les animaux ont, mais pas les humains. Pour l'instant, ils s'amusent. Sauf qu'il y a certains outils qui se développent qui, tranquillement, posent des questions. Il y a des questions éthiques là, qui naissent de tout ça. On s'amuse, mais jusqu'où on va avant de dire... Un des courants auxquels vous êtes intéressé dans le cadre de votre quête, c'est le transhumanisme. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, pour y aller très simplement, c'est un mouvement qui est quand même mondial, dont beaucoup d'acteurs importants sont dans la Silicon Valley. Là. Il y a des compagnies comme Google et PayPal, tranquillement. Des gens riches. Des grands décideurs qui ont beaucoup de moyens. Un transhumaniste, là, je suis obligée de faire des généralités. Bien sûr, il y a des petites nuances selon chaque groupe. Mais un transhumaniste, c'est principalement quelqu'un qui cherche à éliminer toute forme de souffrance, maladie, vieillissement et mort. Donc, quelqu'un qui veut vivre pour toujours en s'appuyant sur la technologie. Exactement. Donc, par le couplage du corps humain avec la technologie, on sera en mesure d'outrepasser toutes les tares de la condition humaine. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça ne l'est pas? Qui va développer ces outils-là? Qui y aura accès? Qui va les vendre? Il y a différents arguments transhumanistes qui disent, bon, mais la technologie est toujours plus accessible, plus petite, on y aura tous accès. C'est la logique de l'évolution, parce qu'on a toujours cherché à outrepasser notre condition. Et maintenant, pourquoi on n'irait pas plus loin? Et ce qu'on est en train de créer, c'est l'homme qui l'a fait. Donc, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la bonne chose? Puis donc, ça, c'est pour demain matin, le transhumanisme pour tous? Bien, une des grandes distinctions entre les cyborgs, les biohackers et les transhumanistes, c'est que les biohackers sont dans le ici-maintenant, sont dans l'action. Voici, j'ai un problème, ça me tente de développer ça, je cherche des solutions. OK, ça marche, je l'essaie, je me l'implante, et voilà. Les transhumanistes, ça touche plus les nanotechnologies, biotechnologies, sciences cognitives, intelligence artificielle. Donc, ce sont des projets de plus grande haleine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des laboratoires auxquels on n'a pas nécessairement accès. Ça a été plus difficile pour moi de suivre ce que ces gens-là font que ce que les cyborgs font. C'était plus quand même. On a accès. On sait que Google X Lab développe un paquet d'affaires, mais c'est un peu difficile de savoir quoi exactement. Est-ce que vous êtes parvenu à infiltrer ce milieu-là? Bien, j'ai été en contact avec des transhumanistes parce que dans le mouvement cyborg, il y a des transhumanistes. Ouais. Donc, il y a des gens pour qui il n'y a pas de limite à ce qu'on doive s'augmenter, et d'autres pour qui, non. Là, il y a des questions éthiques qui naissent de ça. Il faut s'arrêter, on se questionne. Mais il y en a d'autres, c'est non. Si moi, demain matin, je peux uploader mon cerveau
pourquoi pas? Ce sont tous ces courants-là, ces mouvements-là que vous avez explorés pendant 4 ans pour en faire un théâtre documentaire qui s'incarne dans la pièce Post-humain. Avec cette pièce-là, est-ce que vous espérez faire des Québécois des cyborgs ou nous prévenir qu'on devrait avoir peur des humains robots? En fait, la pièce, c'est 4 ans de recherche, donc de 2013 à 2017. Donc, c'est un documentaire, mais autofictionnel aussi, parce qu'on suit un peu la trace de ces rencontres-là que j'ai fait, mais aussi la trace de mon copain qui était malgré lui un peu aspiré dans tout ça et dont j'ai archivé les propos. Donc, on se retrouve, lui et moi, sur scène. On essaie vraiment que la réflexion soit... Se fasse à la gang. Absolument. Ici, je ne sais pas pourquoi on ne s'intéresse pas trop à ça. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est assez trop complexe? On ne veut pas entrer là-dedans? Je ne sais pas. Ce que je souhaite, simplement, c'est que les gens commencent à ouvrir l'œil là-dessus parce que ce sont des questions qui concernent tout le monde. On le voit simplement à quel point les Google, Facebook et compagnie ont un impact direct sur nos vies. Là, on change nos façons d'entrer en relation. Complètement. On ne rentre pas là-dedans, on le sait. Mais donc, quand ça commence à toucher au corps humain et à l'avenir de l'espèce, ben bon, puis il y a la génétique aussi. Choisir les gènes optimaux. Est-ce qu'on veut vraiment devenir une race parfaite? Fait qu'il y a 2 choses. C'est soit on risque, je pense, de se diriger vers une société où il y a des inégalités complètes, ou soit, admettons que dans un scénario idéal, on a tous accès à ces super augmentations, on devienne tous pareils. Est-ce que ce serait pas un peu plate? Ouais. Est-ce que le handicap est complètement une chose à éradiquer? Et ce que je trouve intéressant aussi, puis ce que j'essaie vraiment de développer dans le projet, et c'est ce pourquoi je pars de mon diabète, c'est que on passe tranquillement de la médecine curative à la médecine d'amélioration. Mais cette ligne-là qu'on dépasse, elle n'est pas claire. Elle est très, très difficile à saisir. Fait qu'on peut aller se poser un paquet de questions avec vous en ayant accès à votre exploration puis vos réflexions dès aujourd'hui à l'espace libre dans la pièce Post-humain. Merci de probablement m'avoir coupé le sommeil pour la prochaine semaine, Dominique Leclerc.